commencer. Donc, bon, d'abord, je voudrais vous faire part du plaisir que j'ai de me retrouver cette année encore devant vous. Je reconnais un certain nombre de personnes qui étaient là l'année dernière et qui ont écouté la conférence que j'avais faite. Bon, on avait eu un débat qui était extrêmement intéressant après. J'espère qu'il en sera de même cette année. Et je remercie Michel Richard de m'avoir demandé de rempiler cette année. Donc voilà, bon, j'espère que l'échange qui aura lieu après sera aussi fécond donc, que celui de l'année dernière. Donc cette année, le thème proposé était donc tourné autour de l'individu, l'individualisme, l'individualité. Alors j'ai pensé que je pouvais orienter mon exposé donc sur cette espèce d'antagonisme qui existe entre l'individu et la communauté. Ça sera un peu mon point de départ. Et la question que je pose par rapport à ça, ça va être de savoir si cet antagonisme est insurmontable, parce qu'il y a toujours des tensions très fortes entre individu et communauté. On va donner les éléments de la réflexion. Hein. Et donc la question, ça sera de savoir si effectivement on peut réconcilier individu et communauté, ou alors s'ils sont finalement condamnés à rester en tension et à finalement ne pas pouvoir être réconciliés. Alors, donc, à partir de là, on peut dire donc que finalement, comment on peut poser le problème? Alors, c'est finalement l'individu et la communauté, on peut dire que c'est finalement deux aspects un peu contradictoires de la condition humaine. On trouve d'ailleurs ce problème qui est très bien posé par Kant dans l'idée d'une histoire universelle, la quatrième proposition, où justement il explique que l'homme se caractérise d'abord par un penchant à s'associer, hein, puisqu'il a finalement besoin des autres, il ne peut pas s'en passer. Et d'un autre côté, en même temps, on trouve en lui une irréductible inclinaison à l'individualisme. Et qui pousse cet individualisme, donc les hommes, on le définit un petit peu, hein, à vouloir tout diriger dans leur sens et, comme le dit Kant, à ne supporter que de mauvaises grâces, finalement, le rapport avec les autres. Et donc, d'une certaine manière, toutes les contraintes liées à la vie en société, il est obligé d'y souscrire, mais en même temps, il est tiré vers lui, c'est-à-dire qu'il a tendance souvent à se préférer aux autres et à ne pas jouer le jeu, justement, de la vie en commun et de la vie communautaire. Bon. Alors, pourtant, chacun d'entre nous ne devient ce qu'il est, finalement, que dans un contexte communautaire. Alors, nous pouvons dire que nous devons, d'une certaine manière, tout à la communauté. La communauté est première au sens où elle nous préexiste. Lorsque nous naissons, nous venons dans un monde déjà formé, hein, d'une certaine manière, qui s'est construit au fil des siècles et qui donc va nous influencer à travers, justement, la perspective éducative et notamment l'apprentissage du langage. On peut dire d'ailleurs, hein, de ce point de vue, que la conscience est un cadeau des autres, desquels nous ne pouvons décidément pas nous passer. L'homme est un être qui n'est pas fait pour la solitude, mais pour la vie en commun. Donc, cette orientation communautaire semble, de toute manière, absolument inévitable et incontournable. Voilà, et d'ailleurs, cet horizon culturel dans lequel nous baignons hein, nous donne des outils pour nous saisir nous-mêmes, pour saisir notre individualité, d'une certaine manière, et l'accès à la conscience de soi passe par là absolument nécessairement. Nous serions tout à fait incapables d'accéder à notre humanité si nous ne passions pas justement par ce contact, par cette proximité avec les autres, par ce contexte finalement communautaire et déjà familial dans un premier temps, puisque c'est là-dedans que nous nous formons. Bon. Mais si l'individu doit son épanouissement personnel à la communauté, on peut le dire, hein, il est manifeste également qu'il n'en reste pas prisonnier. Très rapidement, justement, il a le sentiment d'étouffer dans les limites étroites, finalement, que lui impose ce cadre communautaire. Et il cherche à s'en détacher pour affirmer son individualité dans un premier temps.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va exister comme quelqu'un qui est différent des autres. Il va se poser comme, certes, un homme, mais qui a des caractéristiques propres, qui a une personnalité, qui, donc, de ce point de vue, revendique quand même une certaine indépendance par rapport au groupe. Bon, le sentiment d'appartenance à la communauté se double donc d'un sentiment d'unicité. Donc c'est ça que je voulais dire en fait quand je disais que chacun va vers quelque chose qui lui est propre, donc un sentiment d'unicité, c'est-à-dire un sentiment d'être différent des autres, en même temps que effectivement on se rend bien compte que l'on dépend d'eux. Alors, donc nous oscillons en fait sans cesse entre des sentiments contradictoires qui nous poussent d'un côté vers les autres, dans lesquels nous nous reconnaissons malgré tout, et dont nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas nous passer, et puis une furieuse envie, parce que parfois ça prend cette dimension-là, une furieuse envie de nous distinguer d'eux et de ne pas leur ressembler. Bon. Si je prends l'exemple de l'adolescent, ben là c'est tout à fait caractéristique. Hein. Bon, il a vraiment très fortement envie de ne pas du tout ressembler à ses parents. Ça c'est évident. Bon. Alors, l'adolescent, il en prend vraiment la résolution vis-à-vis de ses parents, alors même qu'il sait, il le sait, qu'il leur doit tout finalement, et que sans eux, il n'aurait même pas pu accéder à son individualité propre. Bon, alors, Kant appelle ça une insociable sociabilité. Bon, je trouve que c'est un terme qui est tout à fait approprié. Elle semble indépassable, parce que donc il y a à la fois une tendance qui nous pousse vers les autres, et puis une autre tendance qui nous conduit à vouloir nous séparer d'eux pour exister comme individus. Bon. Bon, au point, cette insociable sociabilité, c'est vraiment, elle semble indépassable, si vous voulez, dans un premier temps, parce que chaque fois qu'on envisage le triomphe de l'un, on doit aussitôt envisager la défaite de l'autre. Quand c'est la communauté qui domine, elle a comme corrélat, si vous voulez, l'extension, ou, à tout le moins, la mise, entre parenthèses, de l'individu. Donc, au profit d'une orientation communautaire, qui va, par exemple, faire passer l'intérêt général devant l'intérêt privé. Cette perspective culmine, par exemple, dans le cadre de ce qu'on appelle communément la communauté politique, qui, à l'inverse d'autres communautés, parce que ce n'est pas la seule communauté qui existe, hein, à l'inverse d'autres communautés, a déjà dépassé, si vous voulez, le cadre de la simple survie pour la simple survie biologique, pour atteindre une autarcie complète. À partir de là, elle va pouvoir nous permettre d'envisager une autre orientation qui est celle non seulement du vivre, hein, la communauté permet aux hommes de vivre, mais surtout elle va permettre de bien vivre. De fait, cette autarcie à laquelle la communauté politique parvient, et justement elle y parvient en mettant toujours en avant l'intérêt général, au détriment justement des élans individuels qui pourraient justement porter atteinte à la cohérence de cette communauté, eh bien l'autarcie est justement la condition du bonheur, et ce bonheur ne peut pas être atteint dans une vie solitaire. Donc pour être heureux, l'homme a besoin de la communauté, il a besoin de construire une communauté, ici elle est politique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mes collègues m'ont vu venir, la raison pour laquelle Aristote, justement, affirme dans le livre 1 de la politique que l'homme est, selon la formule consacrée, un animal politique. Ou plus exactement, un vivant de cité, un être dont la nature est de vivre dans la cité. Vivant de cité traduit mieux d'ailleurs la formule grecque qu'utilise Aristote, zoon politikon, qu'on va traduire, alors parfois par animal politique, mais vivant de cité, ça veut dire que sa fin se réalise dans la cité et la communauté politique se donne donc comme tâche l'accomplissement de chaque homme dans la vie heureuse en commun. Il n'est pas envisagé ici que le bonheur puisse être un bonheur individuel, mais uniquement un bonheur collectif.
Pourtant, cette orientation, qui est très stimulante d'ailleurs, par ailleurs, pourrait être utopique, tout simplement parce que chacun ne se représente bien souvent le bonheur auquel il voudrait accéder que comme la réalisation de ses ambitions personnelles, du souci de soi. Et dans la société dans laquelle nous vivons, ce souci de soi est particulièrement marqué, comme nous le verrons tout à l'heure. Dans un contexte où finalement la dimension collective est une sorte de toile de fond, et ne constitue jamais l'horizon de notre action. Des relations qui se fondent, comme le défend Aristote, sur le bonheur, sur l'amitié, sur le choix réfléchi de vivre ensemble, paraissent bien éloignées de la réalité. D'ailleurs, le régime démocratique auquel on prête, on avait un petit peu parlé l'année dernière, on prête toutes sortes de vertus, d'une certaine manière, par le fait qu'il institue l'égalité des droits et valorise la participation de tous au destin commun, dans un contexte de citoyenneté, pourrait bien séparer les hommes au lieu de les rassembler. Alors je sais que c'est paradoxal, mais d'une certaine manière, ce qui va émerger, c'est plus la figure, dans le contexte démocratique, qui est celui d'ailleurs de notre modernité, c'est plus la figure d'un individu, en fait, plus que de quelqu'un qui se pense comme un membre de la communauté, comme un individu, donc, qui, d'une certaine manière, va avoir comme principale préoccupation ses propres intérêts et pas l'intérêt général. De ce fait, la démocratie va contribuer à séparer les hommes, à les atomiser d'une certaine manière, va produire une sorte de déliaison et qui préfigure à bien des égards la société dans laquelle nous vivons, où cette fois c'est l'individualisme qui semble l'emporter partout, et où justement chacun d'entre nous devient, comme le soutient Marcel Gauchet dans La condition historique, j'aime bien cette formule, un individu pur, ne devant rien à la société, mais exigeant tout d'elle. Voilà, alors c'est le paradoxe des sociétés modernes et postmodernes, et donc on le voit, un individu pur qui ne doit rien à la société, mais qui, paradoxalement, alors que bon, il pourrait par exemple assumer sa dimension d'individu, justement, il continue à exiger plein de choses de la société, il attend même tout d'elle, dit Marcel Gauchet. Donc je vous propose dans cet exposé, là j'étais en train d'introduire la question, donc je vous propose dans cet exposé un parcours en fait qui va être extrêmement simple, j'ai choisi la simplicité, où donc on va partir en fait, une fois n'est pas coutume peut-être, d'un état du monde dans lequel nous vivons où, comme je viens de vous le dire, l'individu règne sans partage, dans une quasi-indifférence vis-à-vis de la vie sociale et de toute forme de toute orientation communautaire, au sens où nous l'avons défini tout à l'heure avec la référence à Aristote. Donc voilà. Alors, on va partir de cet état des lieux. Ensuite, nous essaierons de comprendre les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'individualisme s'étend à une vitesse prodigieuse dans nos sociétés qu'on qualifiera de post-modernes, pour reprendre une formule qu'utilise Gilles Lipovetsky dans son livre « L'ère du vide », sur lequel je me suis appuyé justement pour faire cet état des lieux de l'individualisme qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'individualisme contemporain. Mais pourquoi sommes-nous individualistes, en fait? Pourquoi nous le sommes? D'où ça vient? Comment est-ce possible que nous ayons aujourd'hui perdu autant le lien social? Comment se fait-il que nous pensions d'abord toujours à nous-mêmes et que nous soyons incapables finalement d'être tout simplement des citoyens avec un sens des responsabilités, de l'intérêt général, etc. Et que nous privilégions dans tous les cas finalement notre propre plaisir, notre propre orientation, bon, bref, par rapport
au contexte communautaire. Donc nous serons dans un... Alors ça sera le premier moment de mon exposé. Dans le deuxième moment, nous serons conduits à remonter jusqu'aux sources de cet individualisme contemporain. Pourquoi semble-là. Et nous explorerons un petit peu la pensée que je qualifierais de démocratico-libérale, qui à partir du XVIIe siècle, en fait, va jeter les bases en fait, théoriques du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que cet individualisme, c'est, et ça je crois que bon, c'est vraiment une chose dont il faut avoir conscience, c'est pas nouveau. C'est pas comme ça, brusquement, que la société contemporaine en arrive à des orientations individualistes, perd le contact avec les... Enfin, n'est plus capable d'être solidaire, etc. Et enfin, dans un troisième et dernier moment, nous essaierons d'esquisser, sans aucune prétention, hein, je précise tout de suite, quelques pistes qui pourraient nous faire entrevoir une possible réconciliation de l'individu et de la communauté sans que l'un soit sacrifié au profit de l'autre. C'est une gageure, hein, j'en conviens. Bon, je vais voir si... C'est vrai que là, comme je viens de le montrer, eh bien, quand on penche d'un côté, eh bien, on est obligé de délaisser l'autre. Alors comment peut-on faire pour conserver, alors non pas peut-être l'individualisme, le caractère individualiste caractérise donc notre modernité, mais notre individualité. Donc là, on pourrait introduire une nuance, justement, qui pourra nous permettre peut-être, dans un troisième moment, justement, de réconcilier ces deux opposés. L'individu, non plus peut-être au sens de l'individualisme, mais peut-être au sens de l'individualisation et de l'individualité. Alors, bon... Gilles Lipovetsky appelle l'ère du vide, l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et il précise que finalement, que notre monde est fini par basculer dans un hyper-individualisme, ce n'est pas très étonnant, à l'âge de la consommation de masse, et qu'il est basculé dans cet hyper-individualisme, cela ne fait aucun doute. La société contemporaine semble avoir accompli à marche forcée une sorte de deuxième révolution individualiste, dont la première s'était déjà produite, si vous voulez, aux confins du XVIIIe siècle, avec l'avènement de l'homme démocratique. Comme je vous le disais tout à l'heure, un des éléments, si vous voulez, significatifs, à mon sens, c'est que l'individualisme naît de la démocratie elle-même. Et donc cet homme démocratique, qui fait écho justement à la fameuse prophétie tocquevillienne, puisque Tocqueville, c'est un auteur qui a très bien mis en évidence justement ce mouvement individualiste qui caractérise la société démocratique. Il écrit, à propos de la démocratie ramène chaque homme sans cesse vers lui seul, et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Parce que l'individualisme va conduire finalement aussi à une sorte d'enfermement en soi-même, et donc de solitude, un solipsisme, si vous voulez, duquel l'homme ne parviendra pas à sortir. C'est pour ça que nous décrirons l'individu contemporain et l'individualisme contemporain comme quelque chose qui finalement, derrière une façade hédoniste, si vous voulez, eh bien, renvoie à une certaine tristesse, à une certaine solitude, qui vient au fond de cette espèce de narcissisme exacerbé auquel conduit l'individualisme, dans ses orientations les plus extrêmes. Alors, ce qui se produit sous nos yeux à une vitesse prodigieuse, c'est ce que Gilles Lipovetsky, dans son livre, appelle procès de personnalisation. C'est un concept que nous lui empruntons pour essayer justement de mieux comprendre ce phénomène de l'individualisme contemporain. Alors, Lipovetsky écrit dans son livre, définit justement cette notion, ce concept, qu'il utilise donc, tout au long de ses essais qu'il a consacrés donc, à l'individualisme contemporain. Il faut noter d'ailleurs que ce livre est un livre qui est déjà relativement ancien, puisqu'il a été publié en 1983, mais le relisant, si vous voulez, pour préparer cet exposé, mais j'ai été absolument frappé
par l'incroyable pertinence des analyses de Lipovetsky, puisque la société dans laquelle nous vivons en 2009 a encore accentué, j'ai envie de dire, les orientations qui se dessinent déjà en 1983 et qui reposent, si vous voulez, sur une sorte de radiographie de la société du début des années 80, mais aujourd'hui, ça n'a pas fondamentalement changé. Alors, Lipovetsky écrit « Négativement, le procès de personnalisation renvoie à la fracture de la socialisation disciplinaire. Positivement, il correspond à l'agencement d'une société flexible, fondée sur l'information et la stimulation des besoins, le sexe et la prise en compte des facteurs humains, le culte du naturel, de la cordialité et de l'humour. Ainsi opère le procès de personnalisation, nouvelle façon pour la société de s'organiser et de s'orienter, nouvelle façon de gérer ses comportements, non plus par la tyrannie des détails, qui concernait le premier moment de la société démocratique selon Lipovetsky, qui était une société finalement relativement disciplinaire, où les individus étaient tenus par un certain nombre de règles très strictes. Et ce qui caractérise selon Lipovetsky le procès de personnalisation, eh bien, c'est une manière finalement de rompre toutes ces contraintes finalement qui jusque-là et à tous les niveaux de la société tenaient encore les individus pour les obliger à avoir un comportement un minimum social et solidaire, si vous voulez. Eh bien, le monde moderne, le monde contemporain, le monde de la société de consommation qui a démarré dans les années 60, en fait après la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, eh bien, fait sauter les ultimes barrières, si vous voulez, qui empêchaient l'amplification de l'individualisme. Donc, une nouvelle façon de gérer les comportements, non plus, dit Lipovetsky, par la tyrannie des détails, mais avec le moins de contraintes et le plus de choix privés possible. Donc, avec le moins d'austérité et le plus de désir possible, le moins de coercition et le plus de compréhension possible. Autrement dit, là, c'est le triomphe de l'individu. C'est le triomphe de l'individu, où tout est fait pour l'individu et rien pour la communauté, où paradoxalement l'individu attend des choses de la société, mais il ne consent à rien lui donner en retour, etc. Donc voilà, Lipovetsky continue, nouvelle procédure, dit-il, inséparable de nouvelles finalités et légitimités sociales, valeur hédoniste, on le disait tout à l'heure, respect des différences, culte de la libération personnelle, alors tout ça est assez savoureux, de la décontraction, de l'humour, de la sincérité, psychologisme, expression libre. Qu'est-ce à dire sinon une nouvelle signification, dit-il, de l'autonomie qui s'est mise en place, laissant loin derrière l'idéal que se fixait l'âge démocratique autoritaire. Jusqu'à une certaine date, au fond récente, la logique de la vie politique, productive, morale, scolaire, asilaire, consistait à immerger l'individu dans des règles uniformes. Et c'est ça que Lipovetsky appelle la démocratie autoritaire. À immerger l'individu dans des règles uniformes, à extraire autant que possible les formes de préférence et d'expression singulières, à noyer les particularités idiosyncrasiques, c'est-à-dire les caractères propres à l'individu, et l'abnégation exigée par le parti révolutionnaire. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une phase où, effectivement, il y avait une orientation révolutionnaire. Tout s'est passé comme si les valeurs individualistes, termine enfin Lipovetsky, n'avaient pu naître qu'aussitôt encadrées par des systèmes d'organisation et de sens s'attachant à en conjurer implacablement l'indétermination constitutive. C'est cet imaginaire rigoriste de la liberté, et c'est pour ça qu'il dit que nous sommes entrés dans le deuxième moment individualiste, justement. Donc c'est cet imaginaire rigoriste de la liberté, cet encadrement de la liberté. Alors je prendrai des exemples tout à l'heure, vous verrez, notamment à l'école. Bon, c'est vrai que jusqu'à une période relativement récente, les élèves, les enfants étaient strictement encadrés à l'école. Il y avait une discipline qui était très marquée, etc., et à laquelle chacun se pliait volontiers. Allez aujourd'hui demander la même chose à un élève actuel. On va avoir de grosses difficultés, ça risque
de poser un certain nombre de problèmes. Bon, alors, cet imaginaire, donc, cédant la place à de nouvelles valeurs visant à permettre le libre déploiement de la personnalité intime, à modifier les institutions sur les aspirations des individus. Aujourd'hui, c'est l'individu qui semble être maître. On est à un tournant ici, car une mutation, en fait, comme le dit Lipovetsky, des valeurs individualistes, s'est opérée. Si on est bien au départ dans la logique libérale, hein, je parlerai du libéralisme tout à l'heure, qui met en avant l'individu libre et les droits qui lui sont rattachés, mais d'abord au plan politique, économique, et sur le plan du savoir, il est clair qu'aujourd'hui, la liberté investit absolument tous les terrains, plus rien ne lui échappe, hein, d'une certaine manière, c'est une vague de fond, et cela dure déjà depuis quelques décennies. Bon, alors, le slogan de la société individualiste, dit Lipovetsky, pourrait être « vivre libre et sans contrainte ». Bon. Alors, c'est la valeur ultime, ça pourrait être ça, la valeur ultime des sociétés contemporaines et des sociétés, dit Lipovetsky, post-modernes. Alors, pourquoi post-modernes? Eh bien, parce que, justement, on vit aujourd'hui dans une société où il semble que, justement, nous ayons épuisé tous les possibles, une fois que les idéaux révolutionnaires se sont effondrés, que finalement, on peut dire qu'on a déjà tout vu, tout connu ou tout entendu, que plus rien ne fait scandale, et aussi que nous n'attendons plus rien de l'avenir. Eh bien, cela conduit à des revendications de plus en plus marquées, si vous voulez, d'autonomie dans tous les secteurs de la société, et une volonté de mettre fin à une hiérarchie qui, de plus en plus, est considérée comme pesante, et à tous les niveaux, y compris d'ailleurs l'autorité des parents sur leurs enfants, qui est remise en question par les enfants, et puis à un âge de plus en plus avancé. Hein. Ce n'est pas seulement le fait d'adolescents, mais ça peut être aussi le fait déjà d'enfants qui, bon, évidemment, pas les enfants de 3 ans, mais quoique, on pourrait peut-être se poser la question et voir les choses d'un peu plus près. Bon, alors cela conduit donc à des revendications de plus en plus marquées d'autonomie. Alors, je reviens sur cet exemple, puisque je le connais bien, étant donné que je suis enseignant, de l'incroyable chute du prestige de l'instituteur, du professeur aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment, c'est une donnée absolument incontournable. Autrefois, respecté, professeur, l'instituteur dans les villages, comme ici, je pense, dans ce village, qui était vraiment une personnalité absolument respectée par tous, du fait qu'il était dépositaire d'un savoir. Vous savez, c'était les hussards noirs de la République, hein, qui venaient apporter le savoir donc, au fond des campagnes, et qui, pour ça, étaient respectés. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, alors les élèves sont plus du tout dans cette orientation, hein, puisque le discours du maître devient le plus souvent inaudible, et il est mis sur le même plan que le discours qu'on entend dans les médias. Il n'y a plus aucun prestige de la parole professorale, elle devient une espèce d'opinion au milieu d'une forêt d'opinions qui sont déversées chaque jour dans des médias, des informations certainement contradictoires, mais la contradiction ne gêne absolument pas, semble-t-il, l'individu contemporain. Il s'en accommode très bien. Ce qui peut paraître insupportable pour un philosophe, ne l'est pas tant que ça, justement, par rapport à des élèves qui, joyeusement, passent d'une idée à l'autre sans se demander si ce qu'ils disent n'est pas en contradiction avec ce qu'ils viennent de dire. Donc, d'une certaine manière, tout est mis sur le même plan. Il y a une baisse de concentration des élèves, sans doute par le manque d'intérêt que suscite la parole professorale, une apathie généralisée qui se propage dans les établissements scolaires. Les élèves sont là, mais souvent on se dit, mais ils préféraient sans doute être ailleurs. Bon, voilà. Alors du coup, on ne sait plus quoi faire. Il y a un moment où, bon, voilà. Alors,
ben, je peux vous communiquer de ce point de vue une expérience personnelle. Les élèves mettent tout sur le même plan. Alors ça, c'est incroyable, et ça, c'est très typique, je crois, de l'individu contemporain, de l'individualisme contemporain, cet excès d'individus qu'on trouve dans la société contemporaine, c'est qu'on ne parvient plus à distinguer les choses, à dire, voilà, ben ça, c'est, par exemple, si on parle d'un roman, voilà, ça, c'est un mauvais roman pour telle raison, et ça, c'est un bon roman pour telle raison. Pour eux, il n'y a ni bon ni mauvais roman. Et c'est une discussion que j'avais eue en classe avec des élèves, et j'ai eu énormément de mal à leur faire admettre que tout ne se valait pas sur le plan de la littérature, mais sur d'autres plans aussi. Il y a une nécessaire et salutaire hiérarchie à établir dans les choses. Je ne pense pas que tout se vaut. Bon. Eh bien, voilà, ben pour eux, tout se vaut. Rien ne peut se donner comme meilleur qu'autre chose. De fait, les enseignants sont de plus en plus, aujourd'hui, repris par les élèves. Repris par les élèves. Car, disent-ils, il n'y a aucune raison qu'ils aient tort, eux, et que le maître ait raison. Hein, il n'y a aucune raison qu'ils aient raison et eux tort. Voilà. Que le maître ait raison et eux tort. Voilà. Donc, du coup, tout est discuté, tout est accroché. Voilà. Donc, il n'y a plus la confiance, si vous voulez, qui régnait avant, justement, entre le maître et qui pouvait conduire à une éducation, une instruction, devrais-je dire, de qualité. Bon. Alors aujourd'hui, on éduque, on n'instruit plus, mais on essaye de, voilà, de limiter les dégâts. C'est pas simple. Les collègues se reconnaîtront peut-être dans ce que je viens de dire, puisque eux aussi, ils se confrontent à nos chers élèves aujourd'hui. Il n'y en a pas d'ailleurs dans la salle, il n'y a pas d'élèves. Bon, alors, donc, on pourrait objecter à cette analyse que l'époque contemporaine a produit un certain nombre de sursauts révolutionnaires. Alors on pense tout de suite, immédiatement, par exemple, à 68, et que ces sursauts révolutionnaires auraient eu comme conséquence l'émergence d'un nouveau lien social. Mais 68, on peut l'interpréter d'une autre manière. On peut voir dans 68, non pas peut-être, une forme de contestation qui aurait eu comme conséquence, justement, l'émergence d'une nouvelle société plus juste et respectueuse des citoyens, mais au-delà de l'effervescence joyeuse de la décontraction apparente de 68, on peut y voir, au contraire, une montée vers l'extrême individualisme. Une montée vers l'extrême, parce qu'il semblerait bien que 68 ait fait sauter les dernières barrières, justement, qui empêchaient encore l'individu de s'affirmer dans sa toute puissance. Et je vais donner un petit exemple, c'est assez étonnant par rapport à 68. Finalement, c'est le triomphe de l'individualisme. D'ailleurs, 68 a rapidement, très rapidement, été récupéré par le pouvoir politique. Il n'y a qu'à voir comment Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing, a mené sa barque après son élection en 1974 avec la légalisation de l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, qui a fait l'objet d'une loi par Simone Veil et qui a été votée le 17 janvier 1975. Et ça, c'était une revendication de longue date des partis d'opposition, des partis progressistes. La première chose que fait Giscard, c'est accorder le droit de vote à 18 ans, d'abaisser la majorité à 18 ans, et en janvier 1975, vous voyez, 6 mois après son élection, hein, il fait voter cette loi qui légalise l'avortement. Hein, et aujourd'hui, c'est un événement marquant. Bon, alors depuis, les femmes ont été, elles peuvent effectivement, du coup, elles ont pu librement disposer de leur corps. Et c'est encore un obstacle levé, si vous voulez, dans la conquête des libertés individuelles, qui s'ajoute à la généralisation de la pilule dans les années 60, et qui, finalement, va dans le sens du slogan de 68, c'est pour le coup très significatif, selon lequel il faudrait jouir sans entrave. Bon, alors, oui, il n'y a plus d'entrave, tous les liens ont été rompus, et du coup, on est là dans un véritable tsunami individualiste
qui va encore plus loin dans la mesure où toutes les structures collectives se trouvent à peu près vidées de leur signification. En parallèle à cela, et donc c'est aussi, je crois, un effet de l'individualisme, la baisse massive de la syndicalisation, c'est énorme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont syndiqués. La chute des vocations religieuses, mais ça, c'est pas nouveau. La disparition de la valeur travail, auquel se substitue la frénésie des loisirs. Enfin, l'importance que les loisirs prennent dans notre société est une marque, semble-t-il, de l'individualisme. Puis, alors là, il y a une nouvelle figure qui apparaît, très significative. Cette accélération prodigieuse de l'individualisme conduit à l'émergence d'une nouvelle figure, celle de Narcisse. En effet, s'il y a un désinvestissement de la sphère publique, la sphère privée, elle, est au cœur de toutes les préoccupations et fait écho à la désaffection du politique. Désormais, on se centre sur le moi, l'ego, non pas tant, si vous voulez, comme le moi, non pas tant comme architecte de la volonté, mais comme source de plaisir, comme tout ce qui est susceptible de provoquer une jouissance, le vertige de la glisse, le snowboard, roller, skate, exposition de soi, grâce à tout ce que ces moyens modernes de communication, et aussi exposition de soi, grâce à tout ce que les moyens de communication modernes permettent. Alors aujourd'hui, avec Internet, alors c'est formidable parce que Internet permet de s'exposer et donc alimente d'une manière incroyable justement cette tendance égotique qui se dessine dans l'individu contemporain, cette espèce de contemplation permanente de soi, et le phénomène des blogs, alors là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait significatif. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un blog? Quand on se promène un petit peu sur Skyblog, etc., qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve essentiellement des gens qui se racontent inlassablement. Le contenu d'un blog est absolument centré sur soi. Alors, évidemment, je généralise, il y a quelques blogs, évidemment, qui ne correspondent pas au schéma que j'indique, mais le plus souvent, c'est quoi? C'est des gens qui se racontent inlassablement, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne sur le blog pour laisser un commentaire qui va les adouber, en quelque sorte, qui va les accréditer, qui va renforcer encore cette espèce de narcissisme, d'amour de soi, si vous voulez, qui se manifeste là. Et les blogs, d'ailleurs, sont totalement délaissés sur le plan de leur contenu. Il n'y a pas de contenu dans un blog. Il n'y a aucune préoccupation pour un contenu de qualité qu'on pourrait mettre en ligne, justement, pour en faire profiter d'autres, mais uniquement se raconter une espèce de nombrilisme invraisemblable qui donc, finalement... qui n'attend rien d'autre que des plébiscites venant des internautes, et donc on raisonne en termes de nombre de messages laissés par les internautes. Donc un blog a d'autant plus de valeur qu'on a laissé un grand nombre de commentaires. Alors, non pas sur le contenu, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de contenu dans un blog, mais justement, voilà, on se décrit, on se dit, voilà, et puis voilà, on veut rassembler. Facebook, c'est la même démarche. Je veux dire, accueillir des amis sur Facebook, c'est un peu la même démarche, parce qu'il n'y a rien sur Facebook, il n'y a pas grand-chose. On cherche simplement à avoir des amis, le plus d'amis possible. Et celui qui en a le plus à gagner, plus on a d'amis, et plus c'est bien. Bon, alors évidemment, vous comprenez bien que ces amis, ce n'est pas du tout des gens avec qui on a des échanges véritables, mais simplement des gens qui valorisent en quelque sorte votre ego. Voilà, on n'attend rien d'autre finalement qu'une sorte de plébiscite qui va provoquer une satisfaction béate et un peu creuse, liée à sa propre appréciation par d'autres. Voilà, on veut être apprécié. Alors évidemment, quand il y a, ça peut arriver, c'est rare mais ça arrive, une appréciation négative sur un blog, hop, vous cliquez sur un petit bouton et l'appréciation négative, elle part à la poubelle. Et il ne reste donc absolument plus rien qui pourrait venir froisser votre ego. Voilà, vous êtes valorisé par les autres, vous existez vraiment. Alors, est-ce que vous existez vraiment en fait? Eh bien, en réalité, tout ça n'est pas si simple.
parce que cette démarche, au fond, narcissique, ne fait, à mon sens, et Lipovetsky le fait remarquer aussi, que renvoyer l'individu à sa propre solitude. Je crois que le narcissisme a comme corrélat une profonde solitude de l'individu contemporain. En réalité, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Le contre-coup du narcissisme, c'est finalement l'incapacité de l'homme moderne à rencontrer l'autre sur un mode authentique, à communiquer, à dialoguer. Et ça, c'est ce qui manque le plus. Parce que personne ne dialogue. Les dialogues qu'on trouve sur Internet souvent, ou même autour de nous, c'est quoi souvent? Les gens se rencontrent, mais ils parlent de quoi? Mais c'est d'eux qu'ils parlent. C'est finalement, les dialogues ne sont que des monologues croisés où chacun parle de lui-même à l'autre et n'écoute pas sa réponse. C'est quand même incroyable. N'écoute pas sa réponse. Nous ne nous écoutons plus tant nous sommes centrés sur nous-mêmes. Alors, donc du coup, tout ça fait que il y a une tristesse. Finalement, c'est une société où le plaisir est mis en avant, mais tout ça est au fond assez triste. Et le roman actuel préfigure, d'une certaine manière, cette espèce d'enfermement sur lui-même de l'homme contemporain, ce solipsisme, solus ipse, seul en soi-même, irrémédiable, qui nous conduit à nous contempler inlassablement, à contempler notre image dans le miroir, finalement, c'est ça. Une image finalement vide de tout contenu, qui ne fait que renvoyer à une identité éclatée, puisque finalement il s'agit de moi, mais je ne sais même plus qui je suis. Là, il y a une tendance schizophrénique qui se dessine chez l'individu contemporain. Et donc ce procès de personnalisation, explique Lipovetsky, conduit donc à vider le moi de son contenu, à le perdre dans des détours multiples. Et donc, dans le roman contemporain, il y a un roman auquel d'ailleurs Lipovetsky fait mention dans son livre, La femme gauchère de Peter Hanke, l'auteur allemand. Vous connaissez Wim Wenders. Wim Wenders, le cinéaste allemand, a mis en scène un certain nombre de films qui sont adaptés de romans de Peter Hanke. Et Peter Hanke a écrit un roman qui s'appelle La femme gauchère, et donc on peut voir là vraiment quelque chose de tout à fait représentatif de cet individualisme contemporain. Mais c'est l'histoire d'une femme qui, sans raison, sans but, demande à son mari de la laisser seule avec son fils de 8 ans. Elle demande ça à son mari. Bon. Alors, ceci pourrait être interprété comme une volonté d'indépendance de la part de la femme qui veut rompre la domination que son mari exerce sur elle. On pourrait penser que c'est ça, en fait. Mais en réalité, c'est le résultat, plutôt, ça, de l'irrémédiable séparation des consciences qui caractérise le monde actuel. Et cette espèce d'enfermement en soi, la solitude devient ici une sorte de banalité, d'une sorte de quotidienneté que nous vivons tous, finalement. Et cette orientation. Alors, du coup, cette femme, elle est là, voilà, elle demande à son mari de s'en aller, mais on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Et c'est pas du tout par rapport aussi à une idée de l'avenir. Elle se dit, je demande à mon mari de partir pour orienter ma vie d'une autre manière. Non, pas du tout. Elle reste repliée sur elle-même, sans passé ni avenir, finalement, dans une sorte de présent perpétuel. Et puis, ça m'a fait penser aussi, cette orientation dans le roman de Hanke, au peintre américain Edward Hopper, qui, vous connaissez peut-être, c'est un peintre américain donc, qui peint des paysages urbains sans âme, de nuit souvent, des bars vus de l'extérieur à travers la vitrine, où on voit donc des personnages écrasés par le poids de leur solitude, avec un regard qui glisse à la surface des choses. Quand on voit ces personnages de Hopper, on se dit, mais ces gens n'attendent rien. Et d'une certaine manière, ni des autres, bien sûr, pour cause, c'est l'individualisme, ni même d'eux,
Et donc, vivre ici, quand on regarde ces tableaux de Hopper, on a vraiment l'impression que ça serait vivre consiste tout simplement, comme la femme gauchère tout à l'heure, à prolonger indéfiniment le même présent triste, sans passé ni avenir. Et donc voilà, bon, c'est vrai que c'est du coup l'apparence que donne l'individualisme n'est pas la réalité, parce qu'en fait cet individualisme, alors qu'il revendique le plaisir sans limite, etc., cache une véritable tristesse, une véritable une sorte de rupture avec soi, ce que Lipovetsky, finalement, dans son roman, appelle l'ère du vide. Voilà, le vide de l'individu contemporain. Alors, bon, eh bien, pourquoi? Comment se fait-il que, et je vais passer à ma deuxième partie, comment se fait-il que nous en soyons arrivés là? Comment est-ce possible? Alors, on pourrait objecter, donc je passe à ma deuxième partie, où là je vais essayer de remonter jusqu'aux sources de l'individualisme, notamment dans la pensée libérale. Michel en parlait tout à l'heure. Donc on pourrait faire, avant que j'essaie d'expliquer pourquoi on en est arrivé là, justement, on pourrait objecter donc à cette revue de l'individualisme contemporain qu'aujourd'hui, on le voit, hein, on assiste à l'émergence de nouvelles formes de communautés qui s'incarnent dans les formes radicales que sont ce qu'on appelle les communautarismes. Si on dit, bon, attendez, là vous nous parlez de l'avènement de l'individu, et pourtant il y a des communautés autour de nous. Bon, mais ces communautés, c'est plutôt ce qu'on appellerait des communautarismes. D'ailleurs, on peut voir une sorte d'analogie entre individualisme, qui est une sorte de montée aux extrêmes de l'individu, si vous voulez, et du communautarisme. Bon, et on pourrait constituer une sorte de parallèle intéressant, mais bon, je ne vais pas creuser ce problème parce que je n'ai pas le temps. Donc le communautarisme pourrait être défini, si vous voulez, comme le repli sur soi d'un groupe d'hommes qui revendique une identité spécifique qui peut relever du domaine ethnique, du domaine religieux, bien entendu, mais aussi du domaine sexuel. Hein. On peut citer par exemple ce qu'on appelle l'outing, et qui consiste à révéler publiquement l'homosexualité de quelqu'un contre son gré. Contre son gré, pour mettre fin à une sorte de double jeu dont il se serait rendu coupable. Il aurait masqué son homosexualité justement pour... je ne sais pas, parce que c'est vrai que, bon, c'est peut-être pas facile dans certains milieux de se revendiquer ou de se déclarer homosexuel. Bon. Et alors, cet outing fait revenir finalement dans la communauté homosexuelle celui qui, en jouant un double jeu, voulait justement en tirer un certain nombre d'avantages. Bon, alors, ce qui est frappant, c'est que le communautarisme s'inscrit toujours contre la citoyenneté républicaine. La laïcité a pu faire, par exemple, l'objet ces derniers temps d'un certain nombre d'attaques communautaristes, bon, pour donner un autre exemple, comme l'affaire du foulard islamique à l'école, pour ne citer que cette affaire-là. Bon, voilà. Bon, mais il se pourrait bien que, et là c'est intéressant justement, parce que si on fait cette objection, on dit, voilà, il y a des communautés aujourd'hui, là, l'individu n'a pas gagné la partie, mais il se pourrait que le communautarisme ne soit qu'un effet de l'individualisme. Alors là, comment? Eh bien, Tocqueville a bien montré que dans l'individualisme, il y a du communautaire. C'est ça qui est intéressant. Et que celui-ci ne précède pas l'individu, mais cette dimension communautaire est construite par les individus eux-mêmes à partir d'un critère autour duquel ils vont se retrouver. Comme le dit Marcel Gauchet dans La religion dans la démocratie, il écrit ceci: les appartenances identitaires sont un instrument de dissociation par rapport à la société globale, un moyen de créer une sphère où l'appartenance sociale est vécue de manière intensément personnelle, à l'intérieur de la sphère plus vaste de l'appartenance obligatoire. En fait, à bien des égards, l'analyse que fait Tocqueville dans De la démocratie en Amérique nous permet de saisir les raisons pour lesquelles, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, nous en sommes là, hein, avec cette orientation profondément individualiste de la société. Et Tocqueville, d'ailleurs, prend soin, dès le départ,
pour bien montrer justement l'origine démocratique de l'individualisme, de distinguer de la démocratie en Amérique, de distinguer donc tout d'abord l'individualisme de l'égoïsme. Et pour montrer que l'origine de l'individualisme, en fait, elle est dans le citoyen et non dans l'homme. C'est son origine démocratique qui nous interpelle. En fait, l'individualisme a une origine démocratique. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que c'est la démocratie qui s'est imposée comme étant un régime politique, si vous voulez, le régime politique dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, qui semble être indépassable d'une certaine manière. Et Tocqueville écrit ceci: l'individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société elle-même. Vous pourrez voir aussi ici qu'on est conduit, donc, si vous voulez, avec l'avènement de la démocratie, et de l'individualisme qui lui est concomitant, finalement, on voit qu'on est aussi conduit au communautarisme, finalement, à partir de là, c'est-à-dire à privilégier non pas la communauté politique, au sens qu'Aristote donne à ce terme, mais des communautés plus petites, et donc, d'une certaine manière, une tendance marquée au communautarisme. Il abandonne, écrit Tocqueville, la grande société elle-même. L'égoïsme est un vice aussi ancien que le monde, il n'appartient guère plus à une forme de société qu'à une autre. L'individualisme est d'origine démocratique et il menace de se développer à mesure que les conditions s'égalisent. Parce que d'où ça vient, ça? Eh bien, réponse de Tocqueville de ce qu'il appelle l'égalisation des conditions. Qu'est-ce que c'est? Alors, on voit je vais y répondre, que l'individualisme s'incarne avant tout dans une pratique sociale sur fond de démocratie. Bon, un tel scénario n'aurait pas pu apparaître dans un autre contexte politique, et d'ailleurs dans son analyse, Tocqueville fait souvent référence à l'Ancien Régime, où donc on n'a pas du tout d'égalité des conditions, mais une sorte de hiérarchie sociale où finalement les différentes classes sociales dépendent les unes des autres. Bon. D'ailleurs, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait un an, j'avais insisté là-dessus, j'avais déjà fait référence à Tocqueville et cette histoire d'égalité des conditions et des droits. Ah oui, la démocratie, par définition, c'est un contexte où tout le monde a les mêmes droits. Il y a donc égalité des conditions parce que il y a une égalité parfaite des citoyens. Personne n'est au-dessus de quelqu'un d'autre. On a tous exactement les mêmes droits. Bon. Alors du coup, ça va produire un effet inattendu. L'individu, poussé par la passion du bien-être, va l'emporter sur le citoyen. Alors que normalement, justement, cette égalité des conditions aurait dû déboucher sur un ensemble homogène où chacun est conscient de ses responsabilités, de ses droits, de ses devoirs, et donc se définit d'abord comme citoyen et non comme individu. C'est l'inverse qui va se produire, justement parce que c'est donc cette passion du bien-être qui va l'emporter sur le citoyen qui normalement est préoccupé par l'intérêt général et qui va avoir comme conséquence d'émietter le social et de promouvoir l'individu au détriment de la communauté, justement. Un glissement donc s'opère dans la démocratie comme exercice politique. Un glissement s'opère de la démocratie comme exercice politique à l'individualisme comme idéologie, centrée non sur l'organisation de la société, mais sur l'individu et ses intérêts. Donc, on va exiger par exemple de plus en plus de liberté et on va sommer l'État d'être le moins présent possible, justement pour faire que la liberté individuelle soit la plus grande possible. La liberté qu'acquiert l'individu aussi, d'une certaine manière, va l'amener à le couper des autres. Et déjà, Tocqueville, au XIXe siècle, donc, avait bien vu cette question
Et il avait bien vu aussi, c'est d'une certaine manière prémonitoire, la liberté qu'acquiert l'individu, elle va se transformer en solitude, explique Tocqueville, brisant par là les formes de solidarité et de communauté qui existaient sous l'Ancien Régime. Parce que justement, il y avait un rapport étroit des gens les uns par rapport aux autres et entre les classes sociales, desquelles souvent la classe inférieure dépendait de la classe supérieure, et ainsi de suite. Donc, c'était une société, celle de l'Ancien Régime, qui était strictement hiérarchisée, avec l'égalisation des conditions propres à la société démocratique. Tout cela disparaît. Il n'y a plus de relations hiérarchiques entre les hommes. Chacun est renvoyé à lui-même, finalement. D'où l'émergence de la figure de l'individu à ce moment-là. Et du coup, le corps politique va se trouver atomisé. Et c'est bien déjà ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc on voit que les raisons pour lesquelles, justement, on a pu en arriver là, eh bien à cause précisément de l'orientation démocratique qui fait que l'homme démocratique est conduit à devenir individu, il est renvoyé à lui-même et donc d'une certaine manière à une certaine solitude, le lien est rompu avec les autres. Alors il y avait peut-être un lien hiérarchique, c'est peut-être pas l'idéal, mais du coup c'est toute la communication qui se trouve rompue ipso facto par la même. Voilà. Donc, chacun jouissant à ce moment-là d'une autonomie absolue ne dépend plus des autres et ne cherche plus à se positionner par rapport à eux. Même, précise Tocqueville, les liens familiaux se distendent. Non seulement, écrit-il, la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants, elle le sépare de ses contemporains. Alors vraiment, là, c'est quand même un constat, ça fait mal, quoi. Hein. Donc, vous voyez que finalement, on comprend mieux là pourquoi on en est arrivé là. Mais comment donc l'égalisation des conditions a-t-elle engendré donc l'individualisme? La réponse ne fait pas de doute, donc je viens de le dire, il y est parvenu parce qu'il a acquis suffisamment d'indépendance pour ne plus dépendre que de lui-même, alors que sous l'Ancien Régime, les hommes dépendaient les uns des autres, aussi économiquement, mais à partir du XVIIe siècle, il s'est produit un événement, justement, qui, au plan économique, le développement de l'économie de marché, qui, à partir du XVIIe siècle, donc, émerge d'abord en Angleterre, puis s'étend ensuite dans tout le reste de l'Europe, eh bien, va produire de nouveaux rapports de l'homme avec la nature. La nature sera justement quelque chose que l'homme va s'approprier, se rendre comme maître et possesseur, disait Descartes, voilà. Et donc le travail donc devient à ce moment-là une valeur montante d'une certaine manière, et justement dans la pensée libérale qui émerge au XVIIe siècle, Locke par exemple, philosophe anglais, John Locke, qui est le principal théoricien du libéralisme économique et politique, d'une certaine manière. Pour Locke, donc, le libéralisme économique est le fondement naturel de la propriété. Et il développe cette idée, je m'approprie par le travail ce qui était encore en commun, indifférencié. Donc, en quelque sorte, le travail m'appartient. Tout ce que je produis m'appartient. Ce n'était pas du tout évident, justement, dans la société de l'Ancien Régime. Et là encore, on va voir comment cette mutation économique va finalement affirmer l'individu. Le travail m'appartient, le fruit de mon travail m'appartient, le travail m'appartient, mais s'il m'appartient, explique Locke, c'est que je m'appartiens moi-même. Et, dit-il, dans une formule étonnante, l'homme est donc le propriétaire de sa propre personne. Ce qui n'était pas évident. Il est le propriétaire de sa propre personne. Donc, si nul n'a le droit de me déposséder du fruit de mon travail, c'est que j'ai atteint une certaine autosuffisance. Et donc, par là, l'individualisme peut émerger. Nul ne dépend plus directement donc de la communauté et se suffit à lui-même. Le terrain est préparé justement pour cette marche vers l'individualisme. Donc, chaque individu se saisissant d'abord comme un particulier, voilà, et non plus comme un membre d'une communauté ou comme étant quelqu'un qui dépend d'un autre,
cesse de se fondre donc dans le tout communautaire. Pendant longtemps, les hommes dépendaient étroitement de la communauté, c'est-à-dire que là, vraiment, ils ne pouvaient pas faire un pas en dehors de la communauté. Mais à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, les choses évoluent, changent, ce n'est plus du tout la même chose, et donc on cesse de se fondre dans la communauté. D'une manière générale, la pensée libérale, par la place qu'elle accorde à la liberté individuelle, hein, c'est connu, est à la source de l'individualisme contemporain. La reconnaissance des droits de l'individu, par exemple, une chose fondamentale, hein, on trouve d'ailleurs dans les droits de l'homme cette orientation, hein, la possibilité qui lui est accordée, notamment par Locke, et c'est un point sur lequel il insiste énormément, de défendre ses intérêts et sa propriété, hein, parce que le droit à la propriété est évidemment pour Locke un droit naturel, un droit fondamental. Donc la société civile, elle naît en fait chez Locke pour remédier aux inconvénients de l'état de nature et préserver les intérêts civils, et notamment, ça c'est la propriété. Dans la lettre sur la tolérance, d'ailleurs, Locke est partisan de créer une sphère privée dans laquelle on va inclure les options religieuses des gens. Il est favorable au libre exercice de la religion, quelle qu'elle soit, y compris le droit de ne pas avoir de religion. Et ça, c'est très important, justement, pour ce qui est de l'émergence de l'individualisme, de l'individu, parce qu'il y a constitution d'une sphère privée qui va, au fil du temps, prendre de plus en plus d'importance, la sphère privée. Elle apparaît là. Voilà. Il y a une sphère privée. Chacun a ses opinions, les politiques qu'il veut. Il peut pratiquer la religion de son choix sans être inquiété. Et même, il peut ne pratiquer aucune religion, être athée ou agnostique, en somme. Il n'en sera pas pour autant inquiété, alors que vous savez bien les ravages qu'a pu produire par le passé les oppositions religieuses. Et donc vous voyez que là, c'est la première étape. Chez Locke, on crée une sphère privée qui va prendre de plus en plus d'importance au détriment de la sphère publique. Il y a l'ébauche d'un espace privé individuel, incontestablement ici, en même temps qu'apparaît, avec la tolérance religieuse, le signe de la sécularisation de la politique, parce que Hobbes, dans la lettre sur Locke, dans la lettre sur la tolérance, explique en fait que l'État, le politique, ne doit absolument pas se mêler de religion. Voilà. Et il faut laisser aux gens l'appréciation de leur croyance ou pas dans la religion de leur choix. Voilà quelques éléments qui permettent de comprendre l'émergence de l'individualisme dans la pensée politique et des mutations sociales et économiques qui apparaissent au XVIIe siècle. Et bien maintenant, je vais engager ma troisième et dernière partie, dans laquelle justement je vais montrer que peut-être qu'on pourra esquisser une possible réconciliation de l'individu et de la communauté, si tant est que la chose soit possible, mais je vais quand même y essayer. Ça paraît difficile, tant il paraît clair qu'aujourd'hui, nous avons perdu le lien social et le lien communautaire. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si nous l'avons perdu, ce n'est pas pour autant que nous n'en éprouvons pas le besoin. Nous avons besoin de lien social, de solidarité et d'amitié. Nul homme ne peut s'en passer. Et si l'individu contemporain souffre en tant qu'il est renvoyé à lui-même et donc à sa propre solitude, c'est parce qu'il y a sans doute aussi au fond de lui-même quelque chose qui le pousse vers les autres. Un besoin de solidarité, un lien social, un besoin d'amitié. Tout simplement pour ne pas crever de solitude. D'ailleurs, il est loin d'être sûr que le monde dans lequel nous vivons est le monde dans lequel nous aimerions vivre.
Je crois que nous subissons le monde contemporain, mais peu de personnes, même parmi les jeunes, vous diront qu'ils en sont pleinement satisfaits. Il y a quelque chose qui manque. Donc, peut-être que nous pouvons dire que la crise que nous traversons actuellement est révélatrice de ce désir que nous avons enfin de nous extraire à ce monde que nous avons bâti pourtant et qui ne semble pas être tout à fait à notre mesure. Je crois que la crise actuelle, elle témoigne aussi peut-être de la fin d'un mouvement irrésistible et puissant de l'individualisme et peut-être l'exigence d'autre chose. Alors, donc, dans cette troisième partie, on va voir si c'est possible donc de concilier l'individu et la communauté. Alors, il y a un élément qui me paraît très intéressant. On trouve chez celui qui étudie des sociétés premières, des sociétés qu'on trouve encore dans certaines régions du monde et qui ont été préservées du contact avec la civilisation. Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue bien connu, 101 ans aujourd'hui, il est toujours en vie, qui a étudié dans les années 30 déjà des sociétés indiennes qui vivaient dans le plateau du Mato Grosso au Brésil, il écrit ceci dans un de ses livres les plus connus qui s'appelle Triste Tropique. Il décrit donc le comportement communautaire des Nambiquara. Les Nambiquara, c'est donc une tribu d'Indiens très pauvres qui peuplent les forêts du Mato Grosso au Brésil. Et donc il a passé pas mal de temps donc, dans cette tribu et il décrit justement les liens communautaires de ces Indiens. Et voici ce qu'écrit Lévi-Strauss. Dans la savane obscure, les feux de campement brillent. Autour du foyer, seule protection devant le froid qui descend, derrière le frêle paravent des palmes et des branchages hâtivement plantés dans le sol, du côté où on redoute le vent ou la pluie, auprès des hottes remplies des pauvres objets qui constituent toute une richesse terrestre, couchés à même la terre qui s'étend alentour, hantés par d'autres bandes également hostiles et craintives, les époux, étroitement enlacés, se perçoivent comme étant l'un pour l'autre le soutien, le réconfort, l'unique secours contre les difficultés quotidiennes et la mélancolie rêveuse qui, de temps à autre, envahit l'âme Nambiquara. Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la brousse avec les Indiens, se sent pris d'angoisse et de pitié devant le spectacle de cette humanité si totalement démunie, écrasée, semble-t-il, contre le sol d'une terre hostile, par quelque implacable cataclysme. Nue, grelottante auprès des feux vacillants, il circule à tâtons parmi les broussailles, évitant de heurter une main, un torse, dont on devine les chauds reflets à la lueur des feux. Mais cette misère est animée de chuchotements et de rires. Les couples s'étreignent comme dans la nostalgie d'une unité perdue. Les caresses ne s'interrompent pas au passage de l'étranger. On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale, et, rassemblant ces sentiments divers, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Dans cette description que fait Lévi-Strauss, il est incontestable que quelque chose se donne à voir à l'occidental, qui est déjà engagé dans des rapports individualistes, quelque chose qui est l'essence même du lien communautaire. Alors bien sûr, c'est une description qui est empreinte de nostalgie, mais ce qui se donne à voir chez ces Indiens qui n'ont rien, qui vivent nus, qui n'ont absolument, sinon ce lien communautaire très fort. Au point d'ailleurs, comme le dit Lévi-Strauss, qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils ne font qu'un, tellement ils sont proches les uns des autres. La nostalgie d'une unité perdue, vous voyez ? Et ça, c'est ce que nous avons sans doute perdu dans le monde contemporain, mais que nous pourrions peut-être reconquérir.
Parce que finalement, ça n'a jamais complètement disparu. Nous l'avons perdu, mais ça n'a pas disparu, parce qu'au fond de nous-mêmes, et quand nous voyons cette force du lien communautaire se manifester chez ces Indiens, eh bien, nous comprenons que nous sommes allés trop loin sur le plan de l'individualisme. Et nous voulons retrouver cette orientation communautaire que nous avons perdue. De toute façon, nous pouvons interpréter l'idée de communauté, d'ailleurs, non plus d'abord sur un plan politique, comme dans la perspective que nous avons évoquée tout à l'heure d'Aristote, donc non pas simplement comme le fait qu'un grand nombre d'hommes poursuivent des buts communs, comme c'est le cas sur le plan politique, mais plutôt qu'ils conçoivent leur identité, c'est-à-dire le sujet, non pas seulement l'objet de leurs sentiments et de leurs aspirations, comme étant définis dans une certaine mesure par la communauté dont ils sont membres. Et cette communauté, c'est tout simplement l'humain, l'homme en tant que tel. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un rapport que nous choisissons, donc le lien communautaire, mais d'un attachement que nous découvrons. Non pas seulement un attribut, l'homme est un être social, un attribut que on qualifie l'homme d'être social, hein, mais un élément constitutif de notre identité. C'est sans doute ça qu'a perçu Lévi-Strauss chez les Nambikwara, une profonde humanité qui stimule la nôtre et qui fait que nous nous sentons d'un seul coup très proches de ces Indiens du Mato Grosso, au-delà de toutes les différences culturelles qui nous séparent. Donc, si l'individu moderne, issu de l'homme démocratique, s'est trouvé coupé de ses semblables et condamné au solipsisme, c'est qu'il a perdu, justement, le contact avec la part d'humanité qui est en lui et qui se révèle souvent intacte quand deux consciences parviennent à communiquer. Alors j'ai dit tout à l'heure que la communication pour l'individu moderne n'existait plus pratiquement. Eh bien, pourtant, nous en éprouvons encore fortement le besoin. Et si, un jour, nous parvenons vraiment à communiquer, alors nous retrouvons cette dimension d'humanité qui est au fond de nous et qui nous rapproche des autres hommes. Cette orientation, on la trouve par exemple chez Merleau-Ponty. Merleau-Ponty explique que la communication, ce n'est pas l'exception, c'est la règle, ou ça devrait être la règle. En somme, l'homme est fait pour communiquer, dit Merleau-Ponty. Et le milieu qui est le sien est celui de l'intersubjectivité. Il utilise ce terme d'intersubjectivité, c'est-à-dire un monde commun à tous les hommes. Et ce monde commun se révèle dans l'effort que nous faisons pour communiquer. Alors parfois, quelqu'un nous dévisage, et un inconnu nous dévisage dans un bus, dans un transport en commun, par exemple, et ce regard nous gêne. Pourquoi nous gêne-t-il? Eh bien, répond Merleau-Ponty, parce qu'il prend la place d'une communication possible. Parce que cet individu, finalement, qui dresse un mur entre lui et moi, je sens que ça, justement, c'est pas quelque chose qui va dans le sens de son humanité ou de mon humanité. C'est la communication qui doit être la règle. Donc là, simplement, il affiche, cet inconnu, un refus de communiquer, tout simplement. Et si ce regard me gêne, c'est bien parce qu'il prend la place d'une communication possible. Et il continue en disant, mais le regard d'un chien sur moi ne me gêne guère. Justement parce qu'il n'y a pas ce fond d'humanité dans le chien, et que par conséquent, le chien, il peut me regarder, ça me fait ni chaud ni froid. Mais si un inconnu me regarde, ça ne sera pas du tout la même chose, justement, parce qu'il s'affiche comme celui qui refuse une communication qui pourtant devrait être la règle. Mais cet inconnu ne dit pas un seul mot. Donc, écrit Merleau-Ponty, je peux croire qu'il vit dans un autre monde où mes actions et mes pensées ne sont pas dignes de figurer, mais qu'il dise un mot, ou seulement qu'il ait un geste d'impatience, et déjà il cesse de me transcender. C'est donc là sa voix, ce sont ses pensées, voilà donc un domaine que je croyais inaccessible. Quand chaque homme reste replié sur lui-même, et qu'il refuse de s'ouvrir à autrui,
à ce moment-là, effectivement, il est renvoyé à lui-même. Cela a comme conséquence d'entretenir artificiellement une sorte de mystère ou de supériorité supposée qui n'est en fait qu'une illusion. Il suffit d'un mot, d'un geste, pour que tout de suite je reconnaisse en l'autre mon semblable. Un homme, tout simplement. Un homme. Chaque homme donc partage des conditions communes d'existence avec ses semblables et se constitue à travers cet être en commun. Mais sans doute nulle part, comme dans le dialogue, on ne trouve justement cette force qui nous rapproche des autres. Merleau-Ponty écrit en effet dans la phénoménologie de la perception ceci à propos du dialogue. Dans l'expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun. Ma pensée et la sienne ne font qu'un seul tissu. Mes propos et ceux de mon interlocuteur sont appelés par l'état de la discussion. Ils s'insèrent dans une opération commune dont aucun de nous n'est le créateur. Il y a là un être à deux. Nous sommes l'un pour l'autre, collaborateurs dans une réciprocité parfaite. Nos perspectives glissent l'une dans l'autre. Nous coexistons à travers un même monde. Ici, vraiment, ce qui domine dans la pensée de Merleau-Ponty, c'est cette idée d'un être à deux. Voilà. Et je crois que la dimension communautaire, elle est là. L'être à deux. Et la dimension d'individualité, elle est là aussi. Parce que dans le dialogue, nous grandissons l'un de l'autre, l'un avec l'autre, mais nous restons toujours nous-mêmes. C'est-à-dire que le dialogue ne conduit pas à la fusion. Quand je communique avec quelqu'un, je ne fusionne pas avec lui pour ne faire qu'un, je reste moi-même, mais dans cet échange, et déjà Socrate et Platon l'avaient compris, c'est pour ça qu'ils accordent une telle importance au dialogue, eh bien, on a véritablement là quelque chose qui est à la fois de l'ordre du communautaire, au sens de l'humain, que chacun reconnaît en l'autre, d'accord ? Et en même temps, je reste moi-même. Et d'ailleurs, la condition pour que le dialogue réussisse, c'est que chacun reste lui-même. Parce que si vous voulez, la plupart des dialogues n'en sont pas. Ce ne sont que des monologues croisés. C'est-à-dire que les gens se parlent, mais en réalité, ils ne font que parler d'eux à l'autre et ne s'écoutent pas. Il n'y a pas de véritable échange. Or, l'image du tissu à laquelle chacun contribue est très forte. On tisse quelque chose en commun, mais chacun contribue d'une manière égale à ce tissu. Donc il y a un être à deux, un échange qui grandit, chacun des deux interlocuteurs sans qu'il y ait fusion. Chacun reste lui-même dans le territoire, ou plutôt le tissu commun qui s'élabore, dont les fils sont tissés à part égale. Il y a à la fois identité et différence. Nous pouvons dire que le lien communautaire n'est rien d'autre que le monde commun que nous avons élaboré. Ce monde commun que nous avons élaboré. En réalité, il nous tendait les bras. Mais nos identités sont conservées, et même, je dirais qu'elles sont grandies par le dialogue. Je ne suis en effet jamais autant moi-même que dans le dialogue. Donc ici, il n'y a pas de repli individualiste, mais il y a une individualisation au sens où je me grandis du rapport, du contact avec l'autre, de l'effort pour dialoguer, etc. Je me nourris de l'échange avec les autres. Au point même, d'ailleurs, que je ne peux penser que dans une perspective de dialogue, puisque c'est le dialogue qui stimule ma pensée. Et qu'autrement, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pensée non plus. Et Merleau-Ponty précise que dans le dialogue, je suis libéré de moi-même, écrit-il. Alors ça, c'est formidable, parce que voilà, l'individualité est conservée, mais l'individualisme est écarté. Parce que je suis libéré de moi-même, je suis libéré en fait de cette tendance égotique dont nous parlions dans notre première partie, de ce narcissisme qui caractérise justement l'individu contemporain. Je retiens donc dans cette formule de Merleau-Ponty, quand il écrit « Dans le dialogue présent, je suis libéré de moi-même. Les pensées d'autrui sont bien des pensées siennes. Ce n'est pas moi qui les forme, bien que je les saisisse aussitôt nées
que je les devance, et même l'objection que me fait l'interlocuteur m'arrache des pensées que je ne savais pas posséder, de sorte que si je lui prête des pensées, il me fait penser en retour. Voilà, il y a un échange parfait. Je retiens donc le libéré de moi-même, justement parce que c'est bien de ce narcissisme, de cette tendance égotique que le dialogue, dont le dialogue me débarrasse. Voilà. Et du coup, débarrassé de mon ego, je suis enfin moi-même avec l'autre. Je suis moi-même avec l'autre, au point que j'en viens à anticiper ses pensées, alors même que c'est lui qui pense, et inversement, par l'échange, je progresse, je me surprends moi-même en formulant des pensées dont jamais je ne me serais cru capable. Donc l'autre me grandit. Quelques mots de conclusion. Donc nous pouvons conclure de cet exposé que l'opposition entre l'individu et la communauté est finalement très artificielle. L'individualisme, certes, fait des ravages, mais l'espoir n'est pas perdu, dans la mesure où il ne tient qu'à nous de reconquérir notre individualité dans un contexte communautaire qui n'est rien d'autre finalement que le fond de notre humanité. La formule latine du poète Terence, finalement, n'est jamais aussi bien venue. Je traduis, « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.